Donner aux investisseurs l'envie de climat. Comment vraiment mettre la finance au service de la transformation de l'économie? On en parle avec deux dirigeants du secteur qui ont bousculé leur modèle d'affaires pour l'adapter au climat. Bonjour Laurence Ménieri. Bonjour. Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la cofondatrice et présidente du fonds d'investissement Citizen Capital. On vous a déjà reçu sur BFM Business. Et avec vous, Marc Wormser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la banque Wormser Frères, qu'on connaît moins sur BFM Business. Je commence avec vous justement. Vous dirigez une petite banque, sans vous faire offense, comparée aux géants qu'on connaît tous, familiale, indépendante. Déjà, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions climatiques? Pourquoi vous êtes senti concerné? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez changé dans votre modèle d'affaires de banque privée? Quand j'ai rejoint la banque il y a un peu moins de 15 ans, mon but c'était de donner du sens à ma carrière et aussi de pouvoir contribuer à l'utilité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les générations, puisque je suis la 4e génération avec mon frère à la tête de la banque, ont eu l'intérêt général comme moteur avec les enjeux qui n'étaient pas les mêmes selon les générations. Notre enjeu à nous, dans notre époque, c'est les enjeux climatiques, c'est les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Et donc c'est comme ça qu'on a voulu lancer cette démarche au sein de la banque. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on travaille, qu'on a mis en place un certain nombre de choses progressivement jusqu'à structurer notre démarche de manière beaucoup plus forte ces dernières années. Et alors concrètement, et après je vous poserai la même question Laurence, qu'est-ce qui a changé dans la pratique, dans votre activité? Notre conviction, c'est de dire que pour avoir une démarche de finance durable qui soit crédible, il faut que notre démarche elle soit globale, holistique. Donc c'est-à-dire qu'elle touche tous nos produits, tous nos services et que toutes les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des entreprises ou des projets qu'on va financer, on les applique à nous-mêmes. Donc on a mis en place, notamment pour faire rapide, une analyse systématique des enjeux environnementaux et sociaux à chaque décision d'investissement ou de crédit. Et on propose à tous nos clients qui le souhaitent une alternative pour aller plus loin sur les placements qui sont durables ou à impact. Intéressant. Et les clients vous suivent? Les clients sont réceptifs? On travaille dessus. Pour l'instant, on n'est pas sur un raz-de-marée. Pour autant, il y a déjà des clients qui sont convaincus et qu'on a accompagnés. Intéressant. Laurence Ménieri, donc même question pour vous. Vous, le point de départ est différent parce que d'emblée, vous êtes une société à impact avec votre fonds. Mais évidemment, enfin maintenant, le fonds a une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, lancé en 2008-2009. Qu'est-ce qui a changé récemment pour accélérer la bascule chez Citizen Capital? Effectivement, ça fait 17 ans qu'on accompagne des entrepreneurs qui apportent des solutions, on va dire, aux grands défis sociaux ou environnementaux, donc santé, éducation, mais aussi économie circulaire, climat, etc. Aujourd'hui, les grands enjeux, c'est donner de la valeur à l'impact. C'est-à-dire qu'on a passé 15 ans à construire des méthodologies de mesure d'impact, à construire des business plans impact avec les dirigeants. Et tout notre secteur, ça fait 10 ans qu'on participe à ça, mais un peu chacun dans notre coin. Et c'est l'émergence, en fait, de l'analyse de ce qu'on pourrait appeler la comptabilité non financière. Extra-financière. Ça a à peine 10 ans. Et je pense qu'un des changements, et pour moi c'était un des grands enseignements de la CEC, c'est qu'on ne peut pas faire seul. En fait. Maintenant, il faut qu'on commence à se mettre ensemble, à coopérer pour aider les gens qui nous confient de l'argent, c'est-à-dire les grands investisseurs, à mieux intégrer l'impact dans leur propre pilotage et à rendre eux-mêmes des comptes à leurs propres clients qui peuvent être les Français épargnants, etc. Quels arguments vous trouvez? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, vous voulez mettre en place un effet boule de neige l'un et l'autre, mais comment vous trouvez quels arguments sont les vôtres pour faire ça? Et encore plus dans le contexte actuel où on voit bien un backlash climatique très fort. Comment vous faites pour percer le mur du son aujourd'hui et pour entraîner? Alors moi, jusqu'à ce que je ne le vois pas personnellement, je considère en tout cas, je ne l'ai pas encore vu à titre personnel, le backlash. D'accord, tant mieux. Je préfère, je suis évidemment inquiète. Comment on embarque les autres? Vous avez une vision? En fait, on sait quand même que... Pour prolonger cette idée de donner de la valeur à l'impact, on sait que l'analyse financière, la comptabilité financière, ne capture pas aujourd'hui l'ensemble des enjeux qui sont importants pour nos investisseurs. Et il y a un certain nombre de risques et d'opportunités qu'ils ne peuvent pas identifier uniquement avec une analyse financière qui est aujourd'hui trop étroite. Donc, donner la capacité de travailler à ce qu'ils puissent avoir une comptabilité non financière qui se tienne, et ça va être encore sans doute 10 ans de travail, je pense que c'est le sens de l'histoire. Même si, effectivement, on fait face à quelques vents contraires, dans le fond, c'est le sens de l'histoire et même de l'économie. Parce que l'économie a besoin
d'un élargissement de son Marc Wanser, son analyse. réagir. Oui, sur ce point-là, au niveau des investisseurs privés, on a fait une étude client pour justement se rendre compte quelles étaient leurs appétences à ces sujets-là. Et en fait, on va dire qu'il y a 3 catégories de clients. Il y a une petite partie de clients qui n'ont pas forcément conscience des enjeux environnementaux et sociaux. Donc là, il y a un travail de formation, d'éducation, de communication à faire. Mais que vous faites vous, par exemple Vous considérez que c'est votre travail? On participe, en tout cas, à l'effort général, à notre échelle. Il y a une deuxième partie de clients qui est la plus grande partie, qui sont des gens qui sont conscients des enjeux environnementaux et sociaux, qui peuvent agir à leur échelle personnelle, mais qui n'ont pas encore passé le pas pour agir sur leur épargne. Donc ils n'ont pas forcément la conscience que leur épargne peut avoir un impact sur le changement climatique et sur la résolution des enjeux. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la communication, de la formation, des événements, mais aussi apporter une offre innovante. Ça, on pense que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec des nouveaux produits, des nouvelles opportunités d'investissement qui peuvent allier non pas uniquement un couple rendement-risque, qui est la vision classique de l'investisseur, mais de passer d'une vision rendement-risque à une vision rendement-risque-impact, un triptyque important pour nous. Ah ouais, très intéressant. Et là aussi, vous allez le faire avec votre méthodo à vous, vos indicateurs à vous. Vous attendez quelque chose de partagé avec d'autres acteurs du secteur. Comment vous allez avancer là-dessus ? C'est hyper important, comme le disait Laurence, d'avoir une vision qui soit commune et partagée, et de coopérer avec l'ensemble du système pour pouvoir répondre notamment à une des critiques qui est faite par rapport au greenwashing, c'est que chacun va avoir sa propre méthodologie personnelle. Donc il y a des langages communs qui existent. On parle souvent des objectifs de développement durable. Il y a des méthodologies de classification d'impact qui existent aussi, comme l'INP et tout ça. Il faut essayer d'utiliser ces méthodologies communes, plus la CSRD avec la réglementation qui va nous permettre de fiabiliser l'ensemble des données. Ça atterrit, À voir comment ça atterrit. Mais bon, en tout cas, c'est lancé. Exactement. Et donc, avec l'ensemble de cette coopération, et ça a été notamment le cas des travaux qu'on a réalisés ensemble à la Convention des entreprises pour le climat, c'est comme ça qu'on peut avancer aussi. Laurence Meignery. Allez-y, je rejoins complètement ce que dit Marc, notamment sur cette approche rendement risque-impact. Nous, on a rejoint une initiative qui s'appelle United for Impact, qui réunit 60 fonds dans quasiment tous les pays européens pour travailler sur une approche commune pour les investisseurs en particulier. Et on croit beaucoup dans la coopération avec notre secteur. Ensuite, je trouve qu'il y a un autre axe qui est un vrai enseignement récent pour nous, c'est que même dans l'impact, en fait, on a des enjeux de passer. On a beaucoup été dans comment on résout un problème isolé. Par exemple, typiquement, la seconde main. Ça a un impact, ça évite d'acheter du neuf. En fait, vous voyez avec le temps un certain nombre de ce qu'on appelle d'effets rebonds. Oui, tout à fait. Qui peuvent être, par exemple, que finalement les gens s'équipent de plus en plus vite de nouveaux vêtements, de nouveaux smartphones, etc. Que ça assèche complètement les dons à Emmaüs et compagnie. Donc il y a un certain nombre de très bonnes idées qui ont déjà beaucoup d'impact, mais qui en fait ne changent pas le système. Fondamentalement. Et donc ce qu'on appelle effectivement, et ce qu'on a beaucoup, je pense, appris lors de notre expérience à la CEC, c'est comment on peut contribuer à des changements plus systémiques. Et alors nous, on s'est beaucoup impliqués, par exemple, dans l'agriculture récemment. On a un certain nombre de projets, par exemple, passer à une nourriture qui intègre plus tout ce qui est insectes, qui peut être élevé par des agriculteurs. On fait de l'élevage d'insectes à la ferme, qui a énormément de vertus à beaucoup de niveaux. C'est un changement systémique dans l'alimentation. Dans la mobilité aussi, il y a des choses. Il y a plein d'exemples à défricher sur lesquels il faut avancer. Vous reviendrez tous les deux, parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette séquence, vous reviendrez tous les deux nous en parler, voir comment les choses avancent cette année. Merci, en tout cas, d'ores et déjà, d'être venu dès ce début d'année sur le plateau de BFM Climat, Laurence Meignery de Citizen Capital et Marc Wanser pour la banque Wanser Frères. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, pour commencer aujourd'hui, vous nous parlez des tourbières, ces alliés naturels contre le réchauffement climatique, mais qui pourraient malheureusement se retourner contre nous. Oui, quand on pense à ce qu'il va falloir préserver face au changement climatique, on pense souvent à la forêt tropicale, aux fleuves ou même aux mangroves. On pense un petit peu moins
aux tourbières. Alors les tourbières, vous allez les voir en photo, c'est assez banal. Ce sont ces grandes zones végétales gorgées d'eau. Le fait est qu'elles stockent 600 milliards de tonnes de carbone dans le monde. C'est plus que l'ensemble des forêts de la planète. C'est à peu près 50 ans d'émissions humaine. Alors tant que ce carbone est stocké, tout va bien, mais si on assèche les tourbières par exemple pour en faire des terres agricoles, évidemment ça rejette des gaz à effet de serre. C'est le cas aujourd'hui, environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Si les tourbières étaient un pays, ça serait le 4e émetteur mondial. Alors, que faut-il faire ? Pas grand-chose en réalité. Il suffirait de laisser ces tourbières vivre. Le problème, c'est que seulement 18% d'entre elles sont dans des zones protégées. C'est à peu près 38% pour les forêts tropicales. On sait aussi ce qu'il faudrait protéger puisque 80% des tourbières dans le monde sont dans seulement 10 pays. Et loin, loin devant les autres, on a le Canada et la Russie. Ce sont donc de véritables coffres-forts de carbone, des coffres-forts auxquels il ne faut surtout pas toucher. Allez, on part maintenant en Norvège où vous nous parlez d'un nouveau type de chasseurs de primes. On va appeler ça comme ça, les pêcheurs de saumon. Oui, c'est une gigantesque chasse au saumon d'élevage qui est en cours en Norvège depuis que l'entreprise Mowi a laissé s'échapper 27 000 saumons d'un de ces grands filets d'élevage. Il faut avoir en tête que ces filets ils peuvent contenir jusqu'à 100 000 poissons en temps normal. L'entreprise a donc offert une prime à tous les pêcheurs qui ramèneraient ces saumons sauvages échappés. 43 € par saumon si vous faites l'opération, c'est un peu plus d'1 million d'euros pour l'entreprise. Alors au-delà de la valeur marchande, il est très important de récupérer ces saumons d'élevage pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont porteurs de maladies et notamment de poux à cause de la promiscuité dans les élevages. Ensuite, ils délogent les saumons sauvages parce qu'ils sont beaucoup plus gros et notamment de leur espace de ponte. Et puis finalement, ils se reproduisent avec ces saumons sauvages. Le problème, c'est que les poissons hybrides qui en naissent sont souvent stériles et ont une durée de vie très courte. Cela affaiblit l'espèce. Le ministre de l'Environnement norvégien, quelques jours avant l'accident, avait déclaré que les saumons sauvages en Norvège étaient face à une menace existentielle, mais il avait renoncé aussi à mettre plus de contraintes sur l'élevage qui grossit chaque année en Norvège. Pour finir, Antoine, vous nous parlez du petit déjeuner, le petit déjeuner dont les prix sont en train d'exploser partout dans le monde et notamment aux États-Unis. Oui, alors Thomas, vous pouvez imaginer la scène si vous êtes aux États-Unis et que vous vous rendez dans un diner américain où vous prenez un petit déj typique de là-bas avec du café, du jus d'orange et puis un breakfast sandwich donc au bacon et aux œufs. Eh bien, le prix de ce petit déjeuner a doublé en 5 ans par rapport à l'année dernière. Il a pris 20% et la cause de cette inflation galopante, eh bien, elle est souvent environnementale. Les œufs d'abord, c'est sans doute le plus impressionnant. Le prix gros des œufs a doublé aux États-Unis. En 3 mois, on vit une véritable egg crisis aux États-Unis. C'est à cause de la grippe aviaire. Le prix de la boîte de 6 dans le commerce a doublé, lui, en 1 an. Pour le café, même motif, même punition. Le prix a doublé en 1 an aussi. Là, c'est à cause de sécheresse et d'inondations dans les 2 gros producteurs que sont le Vietnam et le Brésil. Et puis le jus d'orange, le prix a doublé, lui, en 5 ans. À nouveau, sécheresse au Brésil, mais aussi une maladie dite du dragon jaune qui touche les oranges. Le Brésil produit, il faut bien s'en rendre compte, plus de la moitié des oranges dans le monde. Et donc, évidemment, son impact sur le marché est massif. Résultat, aux États-Unis, tout le monde tire la langue, les restaurateurs comme les consommateurs. Dans les breakfast places, ces petits restaurants populaires où on ne sert que des petits déjeuners, les propriétaires disent que personne ne veut payer 25 $ pour un petit déjeuner. Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour sa contribution à cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.